Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce samedi 28 septembre. La rentrée scolaire 2019-2020 se profile à l'horizon. Le SAEMS et le CELS invitent l'État à respecter ses engagements signés dans le protocole de 2018 pour éviter toute perturbation. La riziculture pluviale vit à nouveau à Kolda. Les vallées abandonnées des années durant ont été reprises par des producteurs périurbains. Malgré les aléas de la pluie de cette année, l'activité se développe tant bien que mal. Au Burkina Faso, 9 personnes tuées ce samedi dans le village de Komsilga. Les assaillants non encore identifiés ont aussi incendié des magasins. C'est à suivre dans la page internationale de Amagoro Bernion. Bienvenue à tous. Les enseignants du CELS ne sont pas contents. En congrès cet après-midi, ils mettent en garde le gouvernement contre toute tentative de non-respect de ses engagements contenus dans le protocole de 2018. Souleymane Diallo, le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, est au micro de Cheikh Hassan Fall et Sélé Diallo. C'est devenu cyclique. Comme tous les 3 ans, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire tient son congrès. Un 4e symposium du genre autour du thème « Une vision syndicale au service d'un progrès social dynamique ». Ma conviction est qu'il urge de réconcilier cette école avec elle-même et avec la communauté, car, faudrait-il encore le rappeler, avec la dégradation continue des conditions de travail et l'absence de reconnaissance dont souffrent les enseignants, le devenir des élèves reste l'ultime raison qui nous permet de tenir au moment où tout nous incline au découragement et à l'abandon. Un congrès qui se tient donc dans un contexte assez particulier, la veille de l'ouverture des classes et le lendemain de la reprise des travaux du monitoring avec le gouvernement. Indiquait déjà le retard dans la tenue de ce monitoring-là. Je crois que c'était clairement indiqué dans la signature du protocole, mais on devrait se rencontrer avec le gouvernement chaque 3 mois. Mais l'élection présidentielle est passée par là, le changement de gouvernement, le changement de situation institutionnelle, qui a fait qu'il y a eu un errement, beaucoup d'errements d'ailleurs. Et c'est pour le dire aussi à l'opinion pendant qu'il est temps. L'année 2018-2019 n'a pas été une année stable parce que le gouvernement aurait respecté les accords, non, mais parce que tout simplement nous étions républicains comme tout le monde. Étant donné qu'il y avait élection présidentielle, il fallait laisser les acteurs politiques faire ce qu'ils savent faire. Mais la réalité est que les accords signés dans ce protocole du 30 avril 2018 peinent pour certains à être matérialisés. Le directeur exécutif de la COSIDEP en a profité pour inviter les syndicalistes à miser sur la formation. C'est un congrès qui se tient aussi à la veille de la rentrée scolaire. Une rentrée où il y a eu beaucoup d'alertes, des alertes postées par les organisations d'enseignants que vous êtes. Des alertes qui rappellent au gouvernement que nous devons, au-delà des engagements verbaux, au-delà des promesses, nous devons évidemment être dans un esprit de pragmatisme qui nous permette enfin de débloquer et de dépasser certaines questions d'ordre matériel. Nous l'avons dit, nous sommes convaincus au niveau de la COSIDEP qu'il est essentiel qu'on puisse davantage bénéficier de votre expertise. Mais ça, nous ne le ferons jamais tant que nous resterons seulement que sur des questions d'ordre matériel. Nous ne pouvons pas continuer à être là pour demander des actes d'avancement, un paiement de salaire, des indemnités. Cela ne mérite pas des grèves. Saourou Sène n'exclut pas une année scolaire 2019-2020 perturbée si toutefois l'État du Sénégal ne se penche pas sur les questions essentielles du secteur. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, le SAEMS, était aussi en congrès ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Même refrain, le secrétaire général sortant, Saourou Sène, invite l'État à respecter ses engagements pour éviter toute perturbation de l'année scolaire à venir. La COSIDEP, représentée dans ce congrès, invite les enseignants à adopter un syndicalisme plus responsable. Le compte-rendu de Abdourahmane Ly. C'est devenu cyclique. Comme tous les 3 ans, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire tient son congrès, un 4e symposium du genre autour du thème « Une vision syndicale au service d'un progrès social
dynamique. Ma conviction est qu'il urge de réconcilier cette école avec elle-même et avec la communauté, car, faudrait-il encore le rappeler, avec la dégradation continue des conditions de travail et l'absence de reconnaissance dont souffrent les enseignants, le devenir des élèves reste l'ultime raison qui nous permet de tenir au moment où tout nous incline au découragement et à l'abandon. Un congrès qui se tient donc dans un contexte assez particulier, la veille de l'ouverture des classes et le lendemain de la reprise des travaux du monitoring avec le gouvernement. Indiquait déjà le retard dans la tenue de ce monitoring-là. Je crois que c'était clairement indiqué dans la signature du protocole, mais on devrait se rencontrer avec le gouvernement chaque 3 mois. Mais l'élection présidentielle est passée par là, le changement de gouvernement, le changement de situation institutionnelle, qui a fait qu'il y a eu un errement, beaucoup d'errements d'ailleurs. Et c'est pour le dire aussi à l'opinion pendant qu'il est temps. L'année 2018-2019 n'a pas été une année stable parce que le gouvernement aurait respecté les accords, non. Mais parce que tout simplement, nous étions républicains comme tout le monde. Étant donné qu'il y avait élection présidentielle, il fallait laisser les acteurs politiques faire ce qu'ils savent faire. Mais la réalité est que les accords signés dans ce protocole du 30 avril 2018 peinent pour certains à être matérialisés. Le directeur exécutif de la COSIDEP en a profité pour inviter les syndicalistes à miser sur la formation. C'est un congrès qui se tient aussi à la veille de la rentrée scolaire. Une rentrée où il y a eu beaucoup d'alertes, des alertes postées par les organisations d'enseignants que vous êtes. Des alertes qui rappellent au gouvernement que nous devons, au-delà des engagements verbaux, au-delà des promesses, nous devons évidemment être dans un esprit de pragmatisme qui nous permette enfin de débloquer et de dépasser certaines questions d'ordre matériel. Nous l'avons dit, nous sommes convaincus au niveau de la COSIDEP qu'il est essentiel qu'on puisse davantage bénéficier de votre expertise. Mais ça, nous ne le ferons jamais tant que nous resterons seulement que sur des questions d'ordre matériel. Nous ne pouvons pas continuer à être là pour demander des actes d'avancement, un paiement de salaire, des indemnités. Cela ne mérite pas des grèves. Saourou Sène n'exclut pas une année scolaire 2019-2020 perturbée si toutefois l'État du Sénégal ne se penche pas sur les questions essentielles du secteur. Merci Abdourahmane Ly. L'implication des guides religieux dans les conflits politiques n'est plus à démontrer. La preuve, hier, le khalife général des Mourides a réconcilié Macky Sall et Abdoulaye Wade. Les relations entre les deux hommes étaient jusque-là au point mort. Je vous propose de suivre ce compte-rendu ou ce reportage de Youssouf Konté et Bara Sow. Cette image, la main dans la main entre l'actuel locataire du palais et son prédécesseur Abdoulaye Wade, affole encore la toile et suscite beaucoup de commentaires. Ce tableau, rendu possible par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, à l'occasion de l'inauguration de Massalikul Jinan. Une séquence spectaculaire qui rappelle la forte implication des hommes religieux dans le règlement des conflits politiques depuis longtemps. C'est pas nouveau. Les derniers cas dont on a parlé récemment, ce n'était peut-être pas des politiques, mais bon, quand même, Seigneur Mansour Sy a réconcilié des communautés en Casamance. D'autres, bon, Al-Amin Abdulaziz également s'est impliqué très fortement dans ce qu'on peut appeler le différent Abdoulaye Wade Idrissa Seck. D'autres ont fait la même chose, parfois plus discrètement, d'autres très ouvertement. On sait parfaitement que en fait, tout le monde l'évoque, continue encore à l'évoquer. Ce que Aladji Abdou Dabakh faisait régulièrement chaque fois qu'il prenait la parole dans un contexte de crise ou de difficulté. On sait ce que cela donnait. Donc, les religieux sont très écoutés. Selon le journaliste formateur, ces hommes politiques ont tous foi aux confréries, ce qui facilite les réconciliations. Les politiques ou les politiciens sont aussi marqués que tout le monde ici par le fait religieux. Effectivement, ils se disent que la population écoute ce marabout ou écoute cette autorité religieuse, mais même, il suffisait simplement à l'époque qu'on dise le point de vue de l'Église, le point de vue de Thiandoum, le point de vue de Monseigneur Sarr. Évidemment, tout le monde disait tiens, il y a un impact. Donc, c'est un pays de religieux. Et quand cela se passe comme ça, il n'est pas surprenant, évidemment, que les gens puissent réussir des missions
comme l'a fait hier Sëñ Mountakha Mbacké. Des divergences ou encore des querelles entre des hommes politiques, soit du même parti ou de camps opposés, ont toujours été notées sur la scène politique sénégalaise. Mais elles ont toujours été tues grâce à l'intervention de guides religieux qui leur demandent souvent de préserver l'intérêt supérieur de la nation. La communauté mouride vient de lancer le mouvement Touba Ca Kanam. Les initiateurs de ce mouvement invitent tous les fidèles mourides à se cotiser tous les mois la somme de 1000 francs. Et tout l'argent collecté va servir à embellir la ville de Touba, chez Hassan Fall. Faire don de soi pour sa communauté, voilà la doctrine du mouvement Touba Ca Kanam. Fondé il y a 3 ans, son but principal est de rendre plus somptueuse la cité religieuse. Nous sommes unis derrière Serigne Habib Mbacké, fils de Serigne Fallou, pour rendre plus beau Touba, car il s'est dit que si l'on pourrait avoir 1000 francs par mois par mouride, cela pourrait constituer une importante somme d'argent et nous pourrions travailler pour Touba. Pour atteindre son objectif, une collecte de fonds est mise en place aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Ce que nous faisons est simple, demander juste à chaque fidèle de cotiser 1000 francs par mois et nous sommes présents un peu partout pour collecter cet argent. Des sommes qui ont déjà permis la réalisation d'un certain nombre de projets au sein de la ville sainte. Pour le moment, nous avons construit et équipé 4 postes de santé à Touba. Nous avons même offert des véhicules de secours aux pompiers de la ville sainte. Pour ce qui est de l'éclairage public, nous avions déjà acheté 1000 lampadaires et nous avons encore commandé 5000 autres juste pour rendre la ville sainte plus rayonnante. Le mouvement Touba Ca Kanam ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Notre défi majeur pour les années à venir est de régler le problème de l'eau à Touba. Et nous comptons nous pencher sur le sujet bientôt. 1000 francs par fidèle par mois, ce slogan de Touba Ca Kanam permet déjà à la ville sainte de se métamorphoser et pourrait bien servir d'exemple au reste de la nation. Cher Hassan Fall, les populations de Grand Mbao ne dorment plus que d'un seul œil. Leur environnement est devenu presque invivable. Les 2 marigots se détériorent de jour en jour. Insalubrité, odeur fétide, les mouches apprécient, les populations moins. Elles l'ont fait savoir dans ce reportage de Boudal Diadi. Le Grand Mbao Extension inquiète les riverains. Au-delà de l'insécurité, les habitants de Mbao souffrent à cause de la présence des moustiques qui dérangent la quiétude des populations de la localité. Les enfants, ils jouent, ils ne peuvent pas ne pas s'approcher du marigot. Vous voyez, les moustiques, à toutes les périodes de l'année, on ne peut pas rester tranquille dehors. Même dans les maisons, que des moustiques. D'ailleurs, le paludisme, la grippe, les maladies diarrhéiques, donc nous sommes exposés. Il y a les infections. Sur le plan environnemental aussi, les dégâts sont non négligeables. À cela s'ajoute l'indiscipline notoire des populations qui jettent dans le marigot même leurs carcasses, les carcasses d'animaux. En plus de ça, il y a des familles qui ont branché leurs fosses septiques sur le marigot, ce qui est inacceptable. En plus de cela, des égouts ont été branchés sur le marigot. Et ça, c'est l'œuvre de la municipalité. Ce que nous dénonçons aussi de vive voix. Les riverains dénoncent fermement le laxisme des autorités. Le maire, on ne le voit pas, ils sont absents à la municipalité. Nous y allons avec nos propres moyens. Pour entrer dans ce marigot, pour nettoyer, il faut des bottes. On n'en a pas. Le ministre de l'Environnement est parmi nous. Et là, nous l'attendons vivement sur le terrain parce qu'il est interpellé à plus d'un titre. Pour la protection de ces marigots, les populations de Grand Mbao demandent des actes conservatoires. Nous avons notre force, nous avons la volonté. Nous nettoyons, mais il faut des mesures dissuasives, des sanctions. Donc pour que pareille chose ne se répète plus. Et là, c'est aux autorités de prendre les responsabilités. Le sous-préfet a demandé au maire de sortir un arrêté mettant fin à cette pratique.
Et là, nous attendons vraiment l'application de ces directives venant du sous-préfet. Les populations de Grand Mbao veulent des mesures accompagnatrices pour la préservation de ces cours d'eau. Et nous parlons de la crise alimentaire dans le nord du pays. La menace n'est plus si importante. C'est une assurance de l'ONG internationale Action contre la faim qui salue les efforts du gouvernement posés depuis 2012 dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Cependant, certaines zones ne sont pas encore tirées d'affaire. Aliou Khan a assisté à une rencontre sur la question. C'était à Mour, son compte rendu. L'on parle souvent de la crise alimentaire et nutritionnelle qui sévit dans le nord du Sénégal, mais des actions ont été posées par le gouvernement du Sénégal pour lutter contre cette crise. L'assurance est de l'ONG Action contre la faim qui estime que depuis 2012, le régime en place n'a cessé de poser des actes considérables pour maîtriser la situation. L'État a fait un effort pour quand même stabiliser la situation nutritionnelle au Sénégal, puisque depuis les années 2012 où le pays a fait face à une crise nutritionnelle et alimentaire, notamment dans ces régions nord, à savoir les régions de Matam, Tambacounda et une partie de la région de Saint-Louis, précisément le département de Podor. Il y a eu des actions qui ont été menées pour baisser considérablement la prévalence de la malnutrition, puisque suite à la crise, la prévalence était à ce que nous appelons au-delà de 15%, qui est un seuil que l'OMS a décrété comme une situation de crise. Tout de même, la situation reste préoccupante, mais avec l'application des mesures gouvernementales prévues pour gérer la crise, l'espoir est permis, même si, dans certaines zones, des difficultés liées à l'alimentation se posent. Nous pouvons dire que les zones les plus vulnérables restent les régions nord du Sénégal, à savoir la région de Matam, la région de Saint-Louis, particulièrement dans le département de Podor. Il y a aussi la région de Tambacounda. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, Action contre la faim a réussi à faire reculer la menace de famine. La situation de la malnutrition au Burkina Faso dans ces 3 dernières années est assez stable. Donc nous avons des taux de malnutrition aigus global autour de 8% depuis 2016. Et dans les zones où Action contre la faim intervient, notamment dans la région de l'Est du Burkina, nous avons intensifié les activités sur la prévention de la malnutrition, notamment la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Ce qui fait que dans cette zone-là, nous avons plutôt une tendance inverse, et avec une baisse qui n'est pas assez importante, mais quand même la tendance est à la baisse dans cette région. Et inversement, nous avons également une amélioration des pratiques pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans la région de l'Est. Le renforcement de l'accès à l'information, à une bonne alimentation et aux soins sont entre autres des volets sur lesquels compte s'appuyer Action contre la faim pour soutenir les pays frappés par la crise alimentaire. Aliou Khan, notre correspondant à Hambourg, la riziculture pluviale dépend normalement des conditions climatiques, notamment la pluviométrie. Mais malgré les caprices de la pluie ces derniers temps, cette forme de culture attire de plus en plus de paysans. Aux abords de la commune de Kolda, les vallées mortes depuis très longtemps et même transformées en dépotoirs ont retrouvé leur vitalité. Plusieurs producteurs périurbains exploitent à nouveau ces vallées grâce à la riziculture pluviale. La correspondance de Seydou Diatta. Il y a quelques années de cela, cette vaste étendue dans la périphérie de la commune de Kolda n'était qu'un dépotoir d'ordures. Un problème environnemental et écologique aujourd'hui transformé en opportunité agricole par cet homme et son GIE grâce au soutien de la Sodagri. Vraiment, nous sommes très satisfaits de la Sodagri. On cultive du riz en pleine ville, 10 hectares qui sont là en pleine ville grâce à la Sodagri. Ça prouve nettement l'engouement qui est noté au niveau du programme national d'autosuffisance en riz. Parce que c'est un exemple de riziculture périurbaine qui a permis de récupérer cette zone, qui est une zone où l'eau stagne de manière régulière. Donc ça lui a permis avec son groupement de récupérer cette zone. Partout à travers la région, la culture du riz suscite un engouement sans précédent.
Du coup, la Sodagri baigne entre espoir, satisfaction et enregistrement des doléances. Surtout la divagation des animaux qui nous fatigue. On a tout le matériel qu'il faut si ce n'est pas le tracteur. Le Sodagri nous avait donné des machines, mais un peu tardives, les motoculteurs, mais un peu tardives. Nous demandons motoculteurs, motopompe pour le puits, pour un peu améliorer. Nous sollicitons vraiment l'aménagement des vallées. Cela va nous permettre d'exploiter ces périmètres en toute saison. On a entendu les doléances et on va tout faire pour essayer de répondre le plus rapidement possible. C'est vrai que les efforts, encore, il faut les améliorer. Donc, on travaille tous les jours pour ça. La Sodagri et les partenaires viennent de boucler une tournée à travers les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Partout, les comportements des cultures forcent l'optimisme, même s'il faut encore prier et conjurer l'arrêt précoce des pluies. L'ingéniosité sénégalaise s'élargit. Des camions Sinotruck entièrement construits ici par des Sénégalais. Et ces gros porteurs sont dotés d'une puissance très rare. Le groupe CCBM a réalisé les travaux. Le point avec Omar Khan. Le voici. Il est grand, robuste, puissant et confortable. Le camion Sinotruck AO A7. Et il est entièrement rassemblé ici, dans l'usine de montage du groupe CCBM. Alors, ce modèle a été plus ou moins adapté en fonction d'abord de ce qu'on appelle les spécificités, le carburant qui est de mauvaise qualité, y compris la qualité de l'huile. Et en dernier lieu, 2 réservoirs qui font 1000 litres pour permettre aux transporteurs sénégalais d'aller jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'au-delà même, ce qu'on appelle au Burkina Faso, et faire ce qu'on appelle les 2 tronçons en aller-retour. Plus que motivé, le PDG entend aller au-delà. Serigne Mboup veut passer à la fabrication entière des gros porteurs ici au Sénégal. Aujourd'hui, cette usine peut monter du moto Jakarta jusqu'à camion le plus haut. Parce que la technologie, c'est la même chose, c'est le montage. Donc aujourd'hui, on a une expertise de montage, mais donc aujourd'hui, quelques temps après, on aura une expertise de production. Production parce qu'une usine ne peut pas venir produire s'il n'a pas un carnet de commandes élargi. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un espace de toutes les voitures, particuliers, camions, tracteurs et tout ça. On peut le monter ici, mais donc je pense que dans quelques temps, nous allons produire une voiture sénégalaise et qui est fabriquée au Sénégal, mais cela dépend du taille de marché que nous pouvons avoir. Les acteurs du transport invitent l'État du Sénégal à renforcer le privé national pour le renouvellement du parc des gros porteurs. C'est une grande joie pour tous les Sénégalais et pour les transporteurs que nous sommes qui avons besoin de renouveler notre parc. Si nous trouvons un partenaire sénégalais, ce serait vraiment quelque chose de très bien et nous demandons à l'État du Sénégal de l'appuyer et de l'appuyer le secteur du transport pour nous puissions offrir le service de qualité et un service d'excellence à nos usagers. La cérémonie de remise des clés du tout premier gros porteur entièrement rassemblé au Sénégal a eu lieu ce samedi chez le groupe CCBM. Un Sinotruck AO A7 entièrement monté par des Sénégalais d'une entreprise sénégalaise. Comme quoi, le Made in Sénégal prend forme. Neuf personnes ont été tuées au Burkina Faso par des hommes armés non encore identifiés. Au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe a été finalement enterré dans son village natal et nous irons également aux États-Unis. Les démocrates accélèrent la procédure de destitution de Donald Trump. Amagoro Bernian. Nous démarrons ce survol de l'actualité internationale au Burkina Faso. 9 personnes ont été abattues par des hommes armés ce samedi dans la commune de Zimtanga, c'est dans la région du centre-nord. Selon des sources sécuritaires, cette attaque est l'œuvre de terroristes. 8 personnes ont été tuées dans le village de Komsilga et une 9e personne qui était portée disparue a été retrouvée assassinée dans un village voisin. En début de semaine, 6 personnes avaient été abattues dans la même commune. Et pour rappel, depuis quelques mois, la région du centre-nord fait l'objet d'attaques régulières de la part d'hommes armés.
Et pour rappel, depuis quelques mois, la région du centre-nord fait l'objet d'attaques régulières de la part d'hommes armés. Au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe, mort le 6 septembre à l'âge de 95 ans, a été enterré ce samedi dans son village natal, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale. Après plusieurs reports, il s'agit donc de la fin du bras de fer qui a opposé ces dernières semaines les proches de l'ancien chef d'État et son successeur. Ce dernier avait souhaité que la dépouille de Robert Mugabe repose à Harare, la capitale, au champ des héros de la nation, le Panthéon national, et sa famille a finalement eu le dernier mot. Élection présidentielle à haut risque et sous forte protection policière et militaire, les Afghans aux urnes ce samedi pour élire leur président. Un scrutin qui s'est déroulé sous la triple menace des attentats des talibans, de la fraude et de l'abstention des électeurs. L'élection s'est tenue alors que les pourparlers entre Américains et talibans sont au point mort, rendant toujours aussi lointaine la perspective d'un dialogue inter-afghan pour enfin arriver à la paix. Le gouvernement avait interdit par ailleurs depuis mercredi soir l'accès à la capitale à tous les camions et camionnettes par peur des attentats aux véhicules piégés. Mais une heure après l'ouverture des bureaux de vote, des explosions se sont produites dans les villes de Kaboul, Ghazni et Kandahar. Dans cette province du sud du pays, au moins 16 personnes ont été blessées dans l'explosion à l'intérieur d'un bureau de vote, a déclaré un porte-parole du gouverneur de la province. Un mort et 2 blessés ont été aussi enregistrés à Jalalabad dans l'est du pays. Aux États-Unis, les parlementaires démocrates ont sommé le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, de leur livrer des documents nécessaires à leur enquête sur Donald Trump, une manière de manifester leur volonté d'aller plus vite dans la procédure de destitution engagée contre le président républicain. Soulignant agir avec célérité et de concert, 3 commissions de la Chambre des représentants ont envoyé une injonction formelle au secrétaire d'État. En parallèle, les élus démocrates à la tête de ces commissions ont déjà fixé les dates pour entendre 5 hauts diplomates susceptibles de leur fournir des informations sur le scandale ukrainien dans lequel Donald Trump est cité. Les démocrates lui reprochent d'avoir demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une conversation téléphonique il y a 2 mois, d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, bien placé pour porter les couleurs démocrates en 2020. Et pour Donald Trump sur Twitter, cet échange était tout à fait légal. Merci Amago Robernian pour toutes ces actualités internationales. Une note de sport, tournoi UFOA, l'équipe nationale locale du Sénégal a dominé cet après-midi la Guinée-Bissau sur le score de 3-1. Début sénégalais marqué par Djibril Gueye, Hassan Boudj et Abdoulaye Ba. Le Sénégal joue son prochain match jeudi prochain. L'adversaire sera connu à l'issue de la première journée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci à la régie. À suivre la météo. Hier, vous aurez ensuite Il nous inspire. Et ce soir, c'est le Thier qui nous inspire. À 20h30, Sénéwood présenté par Ibrahim Kamara. Et pour les infos, 22h30, Djuki Pribari avec Soda Diakoumpa. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 sur ITV. Bonsoir à tous.